déchets. Je m'appelle Martin Monsal, je suis le directeur du média Tous les coups et j'ai le grand plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée. Dans quelques instants, nous suivrons donc une table ronde sur ce thème. Auparavant, je vous propose de démarrer tout de suite en accueillant notre hôte, Audrey Loridan-Baudrier, la directrice adjointe d'IMT Minalbi. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Audrey Loridan, directrice adjointe d'IMT Minalbi. IMT Minalbi, école de l'Institut Mines Télécom, premier groupe public d'écoles d'ingénieurs et de management en France. Au nom de Madame Odile Gauthier, directrice générale de l'IMT, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette conférence, qui est co-organisée avec la Fondation Mines Télécom dans le cadre du cycle de veille énergie de l'Institut Mines Télécom. Donc cette conférence vise à mettre en évidence les opportunités et les défis liés à la valorisation des déchets. Car les déchets, nos déchets, sont l'affaire de tous et la responsabilité de chacun. La nécessité d'ouvrir de nouvelles filières de recyclage et de valorisation est un défi qui se pose en France depuis longtemps. La forte croissance des besoins en énergie, le besoin d'indépendance vis-à-vis de pays tiers, couplé aux réductions des émissions polluantes, incite à développer de nouvelles filières pour fournir des produits biosourcés et ou bas carbone et des énergies renouvelables. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a imposé notamment de nouveaux objectifs concernant la gestion des déchets pour protéger l'environnement et la santé humaine. Elle accentue les exigences environnementales et hiérarchise les modes de traitement en privilégiant la réduction des déchets, la réutilisation, le recyclage, la valorisation, notamment énergétique, et la limitation du stockage des déchets dits ultimes. Cette hiérarchie des modes de traitement a pour but d'encourager la valorisation des déchets et donc de diminuer l'utilisation de matières premières vierges. Cette obligation n'est pas directement applicable aux ménages, car leurs déchets, en général, sont gérés par les collectivités. Mais chaque personne est en revanche en mesure d'y participer activement en triant ses déchets. Cette action quotidienne et simple permet d'améliorer les taux de valorisation des déchets ménagers et la qualité des matières valorisées. Alors, face à ce contexte, quels sont les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche? Il y a de multiples problématiques autour de la disponibilité des ressources en matière, des filières de collecte, de tri, de valorisation, des mécanismes de caractérisation et de conversion, des réacteurs et procédés de transformation et des perspectives industrielles. L'enseignement supérieur, en lien avec les entreprises, les branches professionnelles, les éco-organismes et les pôles de compétitivité, concourent à l'évaluation des nouveaux besoins de compétences et à l'adaptation des formations à ces besoins. Tandis que la recherche, dans le domaine de la conversion thermochimique de la biomasse et des déchets, est un domaine qui a pris une ampleur grandissante ces dernières années et a été identifié parmi les grands défis du plan de relance France 2030 au travers du développement de produits durables, de la production de dihydrogène à partir de ressources bas carbone et de la décarbonation des industries. Alors me direz-vous, comment une école d'ingénieurs comme IMT Minalbi peut-elle contribuer à ces enjeux? En matière de formation, par exemple, nous avons, avec notre école sœur IMT Minales, conçu et déployé un master spécialisé du nom de PRINEC, procédés et ressources pour l'ingénierie de l'économie circulaire. Cette formation vient d'ouvrir en septembre 2023 avec le soutien de l'éco-organisme Valdelia. Alors PRINEC vise à former des professionnels engagés dans la transition écologique des entreprises et donne les moyens nécessaires pour répondre aux exigences et aux attentes découlant de la mise en œuvre de nouvelles réglementations nationales et européennes et de demandes sociétales liées à la réglementation et à la généralisation de l'économie circulaire.
Prinec est axé sur l'économie circulaire et la thématique des matériaux, car connaître la matière permet de lui donner une nouvelle vie et d'en récupérer une matière secondaire de qualité. Le recyclage nécessite donc de prendre en compte les caractéristiques et la durabilité des matériaux. Et nos élèves, me direz-vous, nos élèves ingénieurs sont également au cœur de l'action. Que cela soit dans le cadre de la vie associative, avec I2D, ingénieurs pour un développement durable, avec ses nombreuses initiatives, Cleaning Walk notamment, sur le campus et dans la ville d'Albi, ou encore dans le cadre de la pédagogie par compétences et par projet, au cœur de l'enseignement d'IMT Minalbi, via les missions Innovaction, MIA pour les intimes, proposées par les entreprises directement. Et en matière de recherche, les équipes scientifiques d'IMT Minalbi, accompagnées d'experts et d'expertes issus d'entreprises spécialisées, explorent différentes approches pour valoriser les déchets non recyclables, remplacer les matières premières en voie de disparition et découvrir un éventail d'applications insoupçonnées. IMT Minalbi travaille ainsi sur la chaîne de valorisation de la biomasse et des déchets, depuis l'analyse des caractéristiques des ressources jusqu'au procédé de valorisation pour leur conversion en produits d'intérêt et ou vecteurs énergétiques, en passant par l'analyse de l'impact environnemental des procédés. En la matière, nos liens avec RAGT Énergie et le syndicat mixte Trifil renforcent les partenariats déjà existants entre l'école et les entreprises. Ils s'intègrent tout naturellement au pôle d'excellence dédié à la valorisation énergétique de la biomasse développée avec la communauté d'agglomération de l'Albigeois sur le parc technopolitain Albi Innoprod, dont les aménagements ont été financés dans le cadre du dernier contrat de plan État-Région Occitanie, constitué par notre plateforme technologique Valtera et le centre de recherche RAGT Énergie, implanté à proximité immédiate. Et récemment, IMT Minalbi est devenu partenaire de la nouvelle chaire UNESCO, la chaire UNESCO IDBio, Ingénierie durable des produits biosourcés. Ce projet novateur de collaboration franco-africaine est dédié au développement durable associant enseignement supérieur, recherche, innovation, transfert et entrepreneuriat. Il œuvre entre autres à une meilleure utilisation des ressources naturelles et des déchets. Enfin, un dernier exemple, avec le laboratoire commun Marvapol, créé par IMT Minalbi et Alpha Recyclage, industriel français leader dans le domaine du recyclage des pneus usés, dans l'optique de développer une technique de recyclage viable pour les pneus usagés et les composites à fibres de carbone en fin de vie, sous forme de déchets ou de rebuts de fabrication. Voilà tout un panorama des activités d'IMT Minalbi qui impliquent nos enseignants-chercheurs et nos élèves. C'est ici et maintenant à Albi, donc je vous souhaite une excellente conférence à toutes et toutes, à tous et toutes. Je vous remercie de votre attention et je vous demande d'accueillir chaleureusement maintenant Madame Céline Morel, directrice déléguée de la Fondation Mines Télécom. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis Céline Morel, la directrice déléguée de la Fondation Mines Télécom, et je suis ravie de vous voir si nombreux et nombreuses ce soir à IMT Minalbi pour nous rejoindre pour cet événement du cycle de veille, un événement qui est organisé donc par la Fondation Mines Télécom et l'Institut Mines Télécom et bien sûr IMT Minalbi. Ce cycle de veille, donc vous l'avez compris, cette année est dédié au thème de l'énergie. Mais ce programme qui nous réunit ce soir, c'est l'un des nombreux programmes qui sont portés par la Fondation. La Fondation, c'est la fondation de l'IMT. Audrey a expliqué, l'IMT, c'est 8 écoles partout en France, le premier groupe public français d'écoles d'ingénieurs et de managers. Et la Fondation est là pour donner à toutes ces écoles les moyens d'œuvrer pour l'excellence de leur formation, de la recherche, de l'innovation et de la prospective.
À la Fondation, nous faisons cela grâce à des partenariats de mécénat et des projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt général. C'est donc au cœur de nos projets de pouvoir partager vraiment avec le plus grand nombre de personnes toutes les réalisations qui sont faites par la Fondation avec les écoles et grâce aux mécènes. En effet, la Fondation compte plus de 280 entreprises mécènes et 4000 donateurs particuliers, principalement des alumni, des anciens élèves donc, et un bon nombre d'anciens étudiants et étudiantes d'IMT Minalbi. Donc, s'il y en a parmi vous ce soir, un énorme merci pour votre soutien pour la génération actuelle d'étudiants sur le campus. Les projets que nous finançons, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des bourses et des aides pour les élèves, je viens d'en parler, mais c'est aussi des projets de recherche, d'innovation et de prospective. Par exemple, l'un des derniers projets que nous avons monté avec IMT Minalbi est une chaire de mécénat dédiée aux jumeaux numériques pour les systèmes industriels. C'est la 37e chaire de mécénat de l'IMT et depuis plus de 12 ans, c'est 29 millions d'euros grâce au mécénat, grâce à des dons de particuliers et d'entreprises que nous avons pu investir dans des programmes de recherche qui sont au service de l'excellence de l'industrie française dans tous les territoires. Et donc le programme qui nous réunit ce soir, que nous appelons donc cycle de veille, c'est un programme qui participe au rayonnement scientifique des expertises de l'Institut Mines Télécom. C'est un programme qui est financé par du mécénat. Donc je remercie BNP Paribas, Orange, Dassault Systèmes et Soprasteria pour leur soutien, et c'est grâce à eux qu'on a pu organiser cette soirée. Le cycle de veille, il a pour objet de croiser à la fois les expertises académiques de recherche des chercheurs et des chercheuses des écoles de l'IMT, mais également les expertises industrielles de nos partenaires. Et grâce à Benjamin Vignard et la direction de la communication scientifique de l'IMT, toutes ces expertises croisées se retrouvent dans un ouvrage qui sera publié dans quelques semaines et qui sera disponible à l'école. Mais avant d'arriver à la publication du livre, nous avons à cœur d'organiser donc des événements dans les écoles de l'IMT, et c'est ce qui nous réunit ce soir, puisque l'on veut pouvoir rendre accessible au plus grand nombre les expertises, les expertises et les interrogations des chercheurs, des chercheuses, des expertes et des experts. Et donc, je vais donc céder la parole aux experts et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline Morel. Donc le potentiel est soupçonné de nos déchets, on l'a vu, cette conférence s'inscrit dans ce cycle de veille 2022-2023 énergie de l'IMT de la Fondation Mines Télécom. Et on va voir tout ça dans le détail avec nos intervenants du jour. J'invite sur scène Christophe Coquelet, Vincent Oriès, Mathieu Compargue, Bruno Roussel et Ludovic Moulin. Bonsoir messieurs. Prenez place. Prenez un micro. Et installez-vous. Est-ce que tout le monde vous voit? Alors, petite précision avant de débuter qui n'était pas prévue. Normalement, il y avait plus de femmes à cette table ronde. Je tiens à le dire. Mais malheureusement pour nous, certains n'ont pas été disponibles et ont souhaité se faire représenter. Et on se retrouve avec beaucoup de testostérone à table. Voilà. Mais voilà, c'était juste un petit préambule. On commence par les présentations. Christophe Coquelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au centre de recherche Rhapsody d'Albi, donc. Rhapsody, je le lis une fois, l'acronyme, c'est Recherche en génie des procédés, des solides divisés, de l'énergie et de l'environnement. Très bien. Vous avez été directeur d'un centre de recherche pendant 12 ans à Mines Paris. Votre spécialité, c'est la recherche dans la thermodynamique des fluides et pour les procédés. Et donc, vous voici donc à Albi. On va voir avec vous dans quelques instants comment les sujets de recherche qui nous intéressent aujourd'hui, vous en emparez et puis vous les développez notamment avec des partenariats. À vos côtés, il y a Vincent Oriès. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur au sein de ce même centre Rhapsody. Et puis, on verra avec vous plus précisément un thème de recherche sur lequel vous travaillez. Mathieu Compargue, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes directeur chez RAGT Énergie. Vous êtes spécialisé dans le conseil en valorisation de la biomasse pour le compte d'industrie et de collectivités. Et vous comptez une dizaine de collaborateurs et votre structure travaille depuis de nombreuses années avec l'IMT Minalbi. On va voir ça également dans quelques instants. Je poursuis mon tour de table avec Bruno Roussel. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur général des services de Trifil. Trifil, c'est le syndicat mixte départemental du Tarn. Il est chargé de la collecte et de la valorisation des déchets dans le Tarn, mais aussi une partie de la Haute-Garonne et de l'Hérault. Ça représente 358 communes, plus de 328 000 habitants. Et vous aussi, vous travaillez avec l'IMT, notamment par le biais d'un partenariat engagé il y a près d'une quinzaine d'années. On va y revenir également. Enfin, je termine ce tour de table avec Ludovic Moulin, responsable de la R&D chez Alpha Carbone et Alpha Recyclage Composite. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler avec vous notamment de Marvapol, un laboratoire dédié aux matériaux avancés recyclés par vapothermolyse. Vous allez nous expliquer tout ça également. Laboratoire créé conjointement avec l'IMT et vous remplacez aujourd'hui votre directrice générale, Laura Pêche. Voilà, je salue, j'en profite, qui est dans la salle, José Maria Lopez Cuesta, enseignant-chercheur à l'IMT Mindales, qui travaille également sur le recyclage des matières plastiques composites. Évidemment, vous prenez la parole quand vous voulez. Voilà, merci merci d'être avec nous, voilà pour les présentations. On va rentrer dans le vif du sujet si vous êtes d'accord et on va s'intéresser à cette valorisation des déchets, quelle forme elle peut prendre, quels sont les sujets parfois surprenants sur lesquels vous travaillez. Christophe Coquelet, tout d'abord peut-être nous présenter le centre de recherche Rhapsody. Oui, tout à fait, donc vous m'entendez? Ça marche? Donc je vais essayer de parler du centre de Rhapsody que j'ai rejoint il n'y a pas encore 2 ans. Donc ma directrice qui est là-bas, j'espère que je ne vais pas raconter trop de bêtises. Donc Rhapsody, c'est le plus gros centre de l'IMT Minalbi. On est à peu près 34 enseignants-chercheurs répartis sur 2 épis. Et bien sûr, qui dit 34 enseignants-chercheurs dit une multitude d'activités de recherche, donc pas forcément sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, mais ça va du côté de la santé, la pharmacie, l'extraction par CO2 supercritique. On a aussi des activités bien sûr dans le domaine de la transformation de la biomasse, le développement de catalyseurs, la production de vecteurs énergétiques comme l'hydrogène, analyse cycle de vie. De toute façon, je te laisserai parler de tes activités plus tard. Et aussi le centre Rhapsody, c'est 2 plateformes de valorisation, Gala et Valterra, qui ont pour ambition de déployer nos activités de recherche et d'assurer un transfert vers le monde industriel sur les activités que l'on mène. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, Fabienne. C'est bon, merci. Voilà. Très bien, alors aujourd'hui on est là pour parler des déchets. Oui. Juste pour préciser, c'est qu'on y mène des activités expérimentales, des activités de modélisation avec le développement de bancs d'essais, de prototypes, etc. On a des activités de recherche qui sont menées avec des startups, des petites entreprises, mais également des grands groupes industriels en France et dans le monde entier. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation succincte mais efficace. On va parler des déchets donc, puisque c'est le thème de ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quels sont les différents niveaux de valorisation ou de recyclage? Donc tout à fait, les déchets déjà, avant de vouloir faire la transformation des déchets et une valorisation, il faut comprendre un peu ce que c'est. Donc il y a plusieurs types de déchets. Ceux que l'on connaît sont ceux que Audrey en a parlé, les déchets que l'on a à la maison, qui sont en général collectés et mis en décharge. Pourquoi pas incinérés ou enfouis pour faire soit du biogaz ou de l'incinération, où derrière on va être amené à traiter les fumées, faire du captage du CO2. Cette incinération peut nous amener à faire de la cogénération, c'est-à-dire produire de l'électricité, produire de la chaleur, et pourquoi pas valoriser par des réseaux de chaleur pour alimenter, pourquoi pas des villes, l'électricité bien sûr pour l'électrification, et puis les fumées, capter le CO2, et ce CO2, pourquoi pas ensuite le valoriser avec de l'hydrogène pour refaire d'autres vecteurs énergétiques. Donc ça, je dirais, c'est une des possibilités. D'autres types de déchets, par exemple, peuvent être valorisés sous forme de biogaz. Alors on a des déchets agricoles qui peuvent être valorisés pour du biogaz à la ferme, mais on a aussi du biogaz qui peut être fait dans des décharges. J'ai souvenir d'un projet que j'ai mené quand j'étais à Mines Paris, à Valenton, au sud de Paris, où on travaillait sur l'upgrading d'un biogaz issu d'un gaz de décharge de Valenton, la décharge de Valenton, où on a mis en œuvre des procédés justement pour séparer le méthane et le CO2 en vue d'une valorisation
carburant pour l'un et CO2 pour d'autres types de valorisation, un peu comme j'avais évoqué. Après, on a des déchets qu'on peut bien entendu trier, des plastiques, des déchets avec de l'électronique, etc. Et bien sûr, on a dans ces déchets beaucoup de matières premières que l'on peut réutiliser. C'est un peu le concept de mine urbaine, où en mettant en œuvre différents types de procédés, on peut s'économiser d'aller, je parle par exemple pour les métaux, d'aller ouvrir une mine quelque part dans le monde pour aller extraire et polluer, dans une certaine mesure, d'extraire ces métaux. Et puis il y a aussi d'autres types de transformations, c'est en phase avec certains projets de recherche que l'on mène à Rhapsody, qui consistent à faire de la transformation thermochimique de ces déchets, pyrolyse, gazification, avec derrière comme optique de transformer les produits obtenus, de les valoriser, notamment pour des molécules plateformes ou faire du gaz de synthèse, avec derrière la possibilité de créer des biofuels, des e-fuels, refaire du biométhane, produire de l'hydrogène aussi, etc., etc. Donc voilà à peu près, je dirais, j'espère n'avoir rien oublié, des choses que l'on peut mener et que l'on fait au centre Rhapsody de IMT Minalbi. Alors, merci pour ce premier panorama. Quel défi scientifique ça pose aux chercheurs justement de Rhapsody? Par quoi vous commencez quand vous devez travailler sur ce projet-là? Alors bien sûr, comme tout type de recherche, on a une étude bibliographique pour regarder et de voir un peu l'état de l'art. Donc ça, c'est, je dirais, commun à tous les chercheurs. Mais on essaye surtout, quand on fait ces recherches, de penser à l'application qui est derrière, dans un premier temps. Puis dans un second temps, comme on est en train de développer des procédés, on essaye de développer des procédés qui soient le plus économes en consommation d'énergie, etc. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'on développe des procédés pour justement valoriser ces déchets qui demandent une consommation d'énergie, sachant que cette énergie, on n'est pas forcément biosourcée, autrement dit. Quoi. Ouais. Bon, donc du coup, c'est un peu ce qu'on regarde. Le procédé soit pire que finalement... Disons qu'il faut valoriser nos déchets, quoi qu'il arrive. C'est important. Je crois que c'est inscrit, je crois qu'Audrey l'a dit, au niveau français. Il y a pas mal de choses, notamment pour les plastiques. On en parle beaucoup, les plastiques, la pollution des plastiques. Mais on a aussi un devoir de les valoriser et pourquoi pas en faire une matière première qui nous économiserait l'utilisation de ressources fossiles, voire même certaines ressources minières. Aller creuser une mine, ça fait beaucoup de consommation d'eau, ça fait beaucoup de dégagement de gaz à effet de serre. Si vous prenez une mine, la pelleteuse, etc., ne fonctionnera pas sur batterie électrique. On va encore avoir besoin d'utiliser du pétrole. Et donc si on pouvait mieux valoriser nos déchets, notamment nos métaux, ça pourrait être un gain relativement important pour nous, pour l'environnement, et même une réduction de la consommation d'énergie. Alors on va revenir sur cet exemple des métaux tout à l'heure. On va s'intéresser justement à un autre champ, celui sur lequel vous travaillez, Vincent Riez, celui notamment des huiles pyrolytiques. Alors bonjour à tous. Oui, alors avant j'aimerais juste revenir sur la hiérarchie là qu'on voit affichée. Elle n'est pas anodine, cette hiérarchie: mise en décharge, valorisation énergétique, recyclage, réutilisation, prévention. On a vraiment une hiérarchie là-dedans, avec la mise en décharge qu'il faut absolument éviter. Ensuite, une valorisation énergétique, en général, ça revient à détruire la matière. Et quand on est sur de la matière style carbonée, à la fin, on arrive souvent à complètement l'oxyder et on produit du CO2 du coup. Ensuite, quand on est sur du recyclage, on aurait pu remplacer ce mot-là par valorisation matière. La valorisation matière, ça veut dire qu'on ne va pas faire exactement le même produit que ce qu'on avait au départ, mais on va en tirer des molécules. Comme disait Christophe, ça peut être des molécules plateformes ou des intermédiaires chimiques ou des syntons. On donne un peu, le nom peut changer un petit peu. À partir de ces nouvelles molécules qu'on a tirées des déchets, qu'on a fabriquées à partir de déchets, on peut réimpacter plusieurs champs différents de la chimie. Ensuite, réutilisation, là on va être par exemple sur la consigne, notre bouteille de bière ou de coca, bon, je ne devrais pas citer de marque, mais du coup on peut en fin de vie la nettoyer, la remettre dans le cycle, et là on est vraiment sur de la réutilisation. Et bien sûr, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc la prévention. En fait, si je reparle de ça, c'est pour resituer un petit peu le procédé sur lequel je travaille avec d'autres collègues à Rhapsody, qu'on classe dans le terme de thermoconversion.
Et donc, dans ces procédés, on retrouve alors, à l'issue de ces procédés, à chaque fois, on a 3 fractions qu'on va récupérer, des solides, des liquides et un gaz. Ce gaz, à chaque fois, on va l'appeler syngaz, comme synthetic gaz. Et ça va bien s'opposer avec le biogaz, qui est issu de la méthanisation, du coup, de matières agricoles, par exemple, ou de résidus forestiers, et du gaz naturel, que le fait qu'on vient le prélever dans le milieu naturel, à coups de pioche, en Russie jusqu'à il y a 1 an. C'est un peu moins vrai maintenant, depuis 1 an en France. Et donc, quand on passe donc, nos matières, voilà, nos déchets, donc ça peut être en termes de déchets, par exemple de biomasse, ça peut être des algues vertes ou des algues brunes qui vont s'échouer sur nos plages. Alors là, on ne traite pas directement le problème, hein. Si on parle des algues vertes, là, ça va être l'élevage porcin intensif qui émet beaucoup d'effluents azotés, qui va servir de croissance du coup aux algues vertes, notamment en Bretagne. Mais nous, on va s'intéresser du coup au fait de ramasser les algues et comment on peut les valoriser derrière. Là, du coup, on peut les passer en procédé de thermoconversion. Je reviendrai après sur les fractions en sortie. Ou on peut aussi s'intéresser donc, à des matériaux composites, peut-être que Ludovic creusera un peu plus, ou à des plastiques. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse sur les plastiques. En France, aujourd'hui, on met toujours 30% des plastiques en décharge. C'est beaucoup. On a en valorisation, en recyclage, on n'est qu'à 25%. La moyenne européenne, c'est 40%. L'Allemagne est à 50%. Donc tout à l'heure, Audrey parlait à juste titre des bons gestes à l'échelle individuelle de trier nos déchets. Il y a aussi quand même, je fais juste un petit aparté là-dessus, une nécessité au niveau des industriels et de nos hommes politiques d'investir massivement là-dedans et d'orienter la filière sur une valorisation matière ou énergétique de nos déchets. Donc nous, on met nos déchets là dans notre réacteur. On va parler, donc, selon la fraction qu'on vise en sortie, la fraction majoritaire de carbonisation, de pyrolyse ou de gazéification. Si on a plutôt des solides qui sortent de notre système avec des températures plutôt basses en général, on va parler de carbonisation. Pyrolyse, on va être sur des températures un petit peu plus élevées. On va s'intéresser donc aux huiles pyrolytiques, à la fraction liquide, qui a une composition qui peut s'assimiler à celle du diesel au niveau pétrole. Et ensuite, au niveau gaz, donc c'est ce que je vous disais, on va appeler ça du syngas. Et donc, si on traite par exemple des matériaux composites, je m'arrêterai là. Matériaux composites, je vais juste prendre un exemple, c'est votre cadre de vélo. S'il y en a qui font de la compétition, là vous avez des vélos hyper légers. Donc en général, c'est des matériaux assez jolis, là, assez brillants, avec, on voit bien la fibre de carbone tissée. Ces cadres de carbone, ils viennent en substitution des cadres classiques en aluminium. L'intérêt, c'est qu'en termes de résistance mécanique, c'est équivalent. Par contre, on gagne énormément en termes de poids sur ces matériaux composites. Et on va les retrouver du coup dans tout un tas d'applications, notamment dans les transports, où le poids, c'est de l'énergie consommée en moins et donc des euros en moins. Et donc, une fois que ces matériaux composites sont en fin de vie, nous, on va s'intéresser, alors toujours en développement, mais on va s'intéresser à la récupération de la partie fibre de carbone, qui elle est très résistante à la température. Et on va essayer, donc on va la récupérer sous forme solide. Et un des enjeux, ça va être de comprendre ce qui s'est passé à la surface de ces fibres pendant le traitement de recyclage, de pyrolyse, pour ensuite pouvoir les réutiliser, refaire un nouveau cadre de vélo avec ces fibres. Et la partie résine, ce qui vient prendre en masse ces fibres, du coup va être dégradée et on va la retrouver selon les conditions opératoires, soit dans la fraction liquide, soit dans la fraction gaz, qu'on pourra ensuite utiliser soit pour le brûler, valorisation énergétique, qui est toujours une valorisation un petit peu moins intéressante qu'une valorisation matière. Valorisation énergétique, ça revient à détruire des molécules, les oxyder complètement, réémettre du CO2. C'est aussi moins intéressant potentiellement en termes d'économie pour un industriel que d'aller vers des molécules, donc plateformes, qui ont une valeur peut-être un petit peu plus importante. Alors là, on a vu quelques exemples avec vous, notamment sur les histoires de cadres de vélo. Là-dessus, vous travaillez avec votre laboratoire et vous avez également Marvapol, qui est un laboratoire dédié justement aux matériaux avancés recyclés par vapothermolyse, qui se trouve au centre d'Arabie Saoudite. Et je vous dis ça parce que parmi les exemples que vous avez cités, il y a ceux de Ludovic Moulin sur les déchets sur lesquels vous travaillez. Alors là, il ne s'agit pas de composites, il s'agit plutôt des pneus usagés. Comment vous travaillez sur ces pneus-là et finalement, et ça on va revenir après sur la plus-value de l'IMT par rapport à ce projet-là, comment est-ce que vous arrivez à les valoriser ? Alors, merci. Donc du coup,
nous, ce qu'on fait chez Alpha Carbone et donc chez Alpha Recyclage, qui est le groupe qui permet, dans un premier temps, et c'est surtout très important, je pense, de le rappeler, de faire de la collecte et du tri avant de passer au recyclage. Donc ça, c'est souvent ce qui est un petit peu oublié quand on parle du potentiel d'un déchet, c'est qu'en amont, il y a surtout la question du coût, donc du coût logistique de la collecte, du tri, etc. Donc ça, mis à part, donc chez Alpha Carbone, ce qu'on met en avant, c'est un procédé de vapothermolyse qui est, et comme l'a dit Vincent, c'est un procédé donc thermochimique de conversion donc d'une partie de la matière organique d'une part, et de la récupération d'une fraction solide d'autre part. Donc nous, dans le cadre du recyclage des pneumatiques, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le noir de carbone, qui est une matière carbonée assez importante, qui est un pigment et une charge renforçante dans toute l'industrie en fait, du plastique et des caoutchoucs. Donc nous, notre intérêt, c'est d'avoir développé, donc avec l'école des mines d'Albi et en particulier Rhapsody, ce procédé-là de recyclage des pneumatiques usagés, ce qui a permis depuis maintenant plusieurs années d'avoir pour Alpha Carbone industrialisé ce procédé-là. Donc aujourd'hui, on a une unité industrielle qui a été dimensionnée pour traiter à peu près 2 tonnes heure de ce type de déchets, donc de broyat de pneumatiques, et donc de valoriser d'une part le noir de carbone en tant que solide, et finalement de valoriser la partie caoutchouc sous la forme du coup d'huile, de pyrolyse, et qui a notamment en ce moment du coup beaucoup d'intérêt. Alors vous avez parlé de vapothermolyse. Oui. Comment ça marche exactement ? Oui, alors du coup la vapothermolyse, donc c'est un procédé thermochimique, comme je l'ai dit, c'est rien d'autre finalement qu'une pyrolyse classique, sauf que nous on y ajoute de la vapeur d'eau surchauffée dans le réacteur, et on y trouve du coup des avantages d'un point de vue process, c'est-à-dire qu'on va avoir des coûts réduits, notamment au niveau de la conduite procédée du recyclage. Ça nous permet notamment d'être autosuffisant en énergie en termes de bilan de consommation sur le procédé. Donc le procédé s'auto-alimente en énergie. Et il permet du coup également, la vapeur d'eau, d'avoir un effet intéressant en termes de propriété sur les produits récupérés, recyclés qu'on a en fin de process. D'accord, donc vous mettez, si je résume très grossièrement, les pneus dans une sorte de gros four à sauna avec de la vapeur d'eau. Vous récupérez du noir de carbone et du caoutchouc. Ce noir de carbone, précisément, qu'est-ce qu'il devient après ? Alors, il est dans un premier temps, on essaie en priorité forcément de le valoriser en tant que substitution à du noir de carbone d'origine, du noir de carbone vierge pétro-sourcé. Parce que ce produit-là est extrêmement énergivore et polluant de par son procédé de fabrication initial. C'est un procédé qui est très polluant. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le remettre en fait dans la boucle chez des industriels, notamment du caoutchouc technique, du pneumatique, et dans une moindre mesure, mais qui a aussi un fort potentiel en termes de volume, c'est le marché du plastique. Voilà, le noir de carbone, c'est utilisé principalement en tant que pigment dans l'industrie du plastique et en tant que charge renforçante plutôt sur la partie caoutchouc et pneus. Très bien, vous avez dit vous traitez 2 tonnes par heure. Ça veut dire que demain, il va falloir traiter plus ? Oui, il va falloir traiter plus. En tout cas, c'est une des hypothèses, ou en tout cas des solutions que nous on propose. Pour 2 tonnes heure, concrètement, ça fait à peu près 15 000 tonnes par an de ce type de déchets qui est traité, nous, sur notre plateforme. Faut savoir que d'un point de vue volumétrie en France, on parle de 400 à 500 000 tonnes de déchets de pneumatiques par an. Donc aujourd'hui, on propose cette solution-là pour en traiter une partie, mais évidemment, notre souhait, c'est de pouvoir avoir un procédé qui se déploie à l'échelle nationale, européenne, parce qu'aujourd'hui, on apporte quelques avantages assez intéressants, notamment pour éviter, sur du pneumatique usagé, une proportion d'environ 50 à 60% en termes de valorisation énergétique, notamment en cimenterie. Christophe, Vincent, là on voit typiquement un projet de recherche au départ qui passe en phase industrielle. Donc on voit réellement quelle est la déclinaison finalement de tout le travail, de toute la phase en amont de recherche, et la voir aujourd'hui finalement rentrer dans un processus où il va vous échapper, mais il va se développer à l'échelle où vous le souhaitez, parce que là vous êtes vraiment sur une recherche pieuse, j'allais dire, sur la valorisation des déchets. Oui, tout à fait, c'est un des objectifs, c'est en tant que
organismes de formation et de recherche, c'est vraiment d'accompagner les acteurs pour que les solutions issues de nos laboratoires puissent être, vivre et voler de leurs propres ailes. On est une école des mines, ministère de l'Industrie, on doit accompagner les industries françaises et leur développement, oui, c'est nos missions. Très bien, alors vous parlez de formation, ça nous amène justement à un autre exemple qu'on va prendre aujourd'hui avec Mathieu Campargue. Donc, je rappelle que vous êtes chez RAGT Énergie, qui est une filiale du groupe RAGT, lui-même un semencier créé par des Aveyronnais, historiquement, des agriculteurs aveyronnais, sauf que là, donc, vous êtes à Albi, voilà. Et ce n'est pas par hasard si vous êtes à Albi. Je rappelle que vous travaillez notamment sur la valorisation de la biomasse. Mais alors pourquoi finalement, quand on est un groupe plutôt national, vous êtes installé à Albi? Écoutez, c'est vraiment un sujet historique. On a eu une réflexion au niveau du groupe RAGT de valoriser les déchets qu'on avait au niveau du groupe. Donc vous avez dit, on est un groupe semencier. C'est un groupe semencier de 1500 personnes. Il faut savoir qu'en termes de semences, on a un gros développement sur tout ce qui est céréales à paille. Il faut savoir qu'il y a des chiffres qui sont donnés par mes collègues de semences qui disent qu'une bière sur 2 bue en Europe, c'est de la génétique RAGT. Également, c'est une baguette sur 4 au niveau de l'Europe. Donc voilà, c'est un gros marché. Quand on fait de la semence, il faut imaginer une semence de maïs, c'est la petite graine. Et quand on va la collecter, on va récupérer un épi entier, on va le trier pour le conditionner en petites graines. Donc chaque année, au niveau du groupe RAGT, il y avait des volumes de déchets qui étaient conséquents. Et en 2005-2006, il y a eu la réflexion de se dire, est-ce qu'on ne peut pas valoriser tous ces déchets, tous ces coproduits de l'agriculture en combustible? L'idée était complétée par le fait que vous avez aussi vu au niveau des RAGT des usines d'aliments du bétail, donc des usines qui vont granuler les matières premières. Donc l'idée était, on a des déchets d'un côté, on a des usines pour granuler, est-ce qu'on peut faire un granulé qui permettra de valoriser l'énergie? Donc tout ça s'est suivi avec une phase d'R&D qui a duré plusieurs années, et où justement on a pu collaborer avec l'école des mines, où du coup à cette époque-là c'était un petit peu arriver à faire des recherches sur tout ce qui est valorisation thermochimique, donc avec l'aide de Rhapsody, voir un petit peu quels étaient les comportements qu'on pouvait avoir sur cette biomasse, donc des comportements plutôt difficiles. Et donc la compétence des RAGT Énergie, c'est de solutionner ces problèmes de combustion. Donc en fait on est quelque part des acteurs qui savent transformer un déchet en un combustible par le phénomène de faire des recettes, par le phénomène d'additiver ces biomasses pour en faire un combustible agréé. Et donc quand il y a eu l'idée de la création des RAGT Énergie, donc du coup le début de cette réflexion c'est 2005, en 2008 c'est la création des RAGT Énergie pour une envergure du coup nationale, c'est posé la question de la localisation. Donc bien sûr au niveau de mon groupe on m'a dit RAGT, on a des centres de recherche un peu partout, on a un gros centre de recherche sur Rodez, on va te placer là-bas, c'est un environnement en recherche, donc ça va tout à fait convenir par rapport à ton écosystème. Et moi la réflexion n'était pas du tout la même, c'était de dire j'ai des relations avec l'école des mines, j'ai démarré sur un territoire albigeois, je vais du coup m'installer à proximité pour avoir une vraie cohérence et un vrai vivier dans le fonctionnement de l'école et des besoins qui allaient être croissants au fur et à mesure des années. Et vous avez eu raison? Et j'ai effectivement eu raison, et je suis content de l'être. Je suis content d'être ici parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus de liens avec la partie valorisation thermochimique qu'avec la semence, tout ce qui est génétique. Donc dans mon quotidien, c'est beaucoup plus facile d'être sur Albi qu'autour des semenciers. Alors d'autant plus qu'il y a un enjeu fort qui va vous préoccuper pour les prochaines années, c'est celui de la formation. Oui, tout à fait. Donc nous, c'est vrai que c'est un sujet, on est sur des métiers nouveaux, on est sur des métiers où on recherche des compétences, mais des compétences qui n'existent pas vraiment. En fait, on va avoir des compétences d'ingénierie, des compétences dans la combustion, qui sont des compétences spécifiques. Donc c'est vrai je pense qu'on a utilisé à peu près tous les outils de l'école. Donc vous parliez tout à l'heure des MIA, on a parlé de tout ce qui était veille innovation brevet, on a parlé de tout un tas de stagiaires qui ont pu passer chez RAGT Énergie. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, là, à l'ouverture d'un master international qui s'appelait BWEM, on était particulièrement intéressés parce que c'était un master qui avait pour ambition de former des jeunes sur tout ce qui est valorisation de la biomasse et des déchets. Et je pense que c'est vraiment un axe qui est primordial pour demain. Je ne l'ai pas dit, mais nous, notre activité, c'est de l'ingénierie sur tout ce qui est valorisation de coproduits agricoles, mais également valorisation de tout type de biomasse vers des applications industrielles. On a une industrie qui est en pleine mutation, donc notre activité première, c'est la combustion de biomasse, qui est effectivement le dernier maillon de la chaîne, mais on remonte de plus en plus sur les maillons en amont, et voilà, là on a des activités sur la décarbonation de l'industrie qui se tournent beaucoup sur l'application biochar, c'est-à-dire voir comment remplacer le charbon en industrie par une biomasse qui va être pré-traitée. Donc là on rejoint encore des applications et des compétences école des mines, des nouvelles activités, des nouvelles formations qu'il faut mettre en place,
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet acteur comme l'école à côté et de pouvoir interagir avec. Et j'imagine que vous allez recruter dans les années à venir sur cette compétence-là. On va recruter, on recrute, on a des alumni d'école des mines qui sont chez nous, donc oui, on prévoit tout à fait de prendre dans ce filet-là. D'accord, alors vous avez parlé des projets de valorisation de biomasse. Comment ça se passe dans le concret, la collaboration justement avec l'IMT Minalbi? La collaboration, elle est historique avec les chercheurs du laboratoire Rhapsody. Elle est plus pratique sur certains programmes de recherche ponctuels, donc on a un programme de recherche actuellement avec l'école. Et elle est aussi par rapport à la localisation. Donc vous l'avez dit, on est voisins au niveau de l'école des mines parce qu'on est sur la zone Inoprod qui est juste à côté. Et on est voisin immédiat de Valterra, qui est la plateforme sur tout ce qui est valorisation thermique de la biomasse. Donc l'ambition qu'on a aussi, nous, dans cette complémentarité qu'on a, on a des sujets très gazification au niveau de l'école, on est sur des applications de combustion. L'idée, c'est vraiment d'arriver à créer un pôle de compétences autour de ces valorisations de la biomasse. Nous, on est en contact direct avec les industriels, on ne travaille qu'avec l'industrie. Donc l'industriel a un problème, il nous appelle et on essaie de voir comment arriver à valoriser un coproduit, comment arriver à répondre à une substitution de carbone sur tel ou tel besoin. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir cette complémentarité d'application et de pouvoir avoir l'école comme relais pour pouvoir proposer via Valterra des essais en combustion et en gazification, des essais qui vont être toujours complémentaires et répondre aux besoins du client. Donc Valterra, ça va être un petit peu le carrefour entre la recherche, l'industrie, la formation? Je pense que c'est tout à fait l'outil qui est adapté. En fait, on est sur la même échelle pilote que nous, on fonctionne au niveau de RAGT Énergie et qui permet tout à fait de rentrer sur le monde de l'industrie. Très bien, on va terminer ce tour de table avec Bruno Roussel. Mais on aurait très bien pu commencer avec vous, puisque l'histoire que vous avez avec l'IMT Minalbi date de 2006. Et c'est un projet, alors on en parle beaucoup en ce moment médiatiquement, mais vous, c'est pas nouveau, c'est un projet sur l'hydrogène. Alors je crois qu'il s'appelait Via Biogaz. Expliquez-nous quelle était la genèse et pourquoi finalement ce rapprochement avec l'IMT. Alors la genèse de ce projet, vous l'avez dit, vous le soulignez, je viens témoigner là ce soir de cette histoire de l'intérêt, tout le potentiel qu'il y a à travailler avec des acteurs du territoire. La présence des mines ici à Albi, et je crois, ça vient d'être illustré, particulièrement importante pour nous, par cette proximité, par la multitude des actions et des interactions que nous pouvons avoir. Très concrètement, sur la question de l'hydrogène, qui en est un exemple, c'est une origine. Au départ, ce sont des rencontres d'hommes. Et je crois que ça, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire à distance. Et je crois que vraiment la genèse, elle est véritablement là. Il y avait l'époque, donc ici à l'école des mines, le professeur Grouzet, et notre ancien président était un élu, quelqu'un d'extrêmement engagé, le sénateur Pastor. Cette vision commune, qui est importante, c'est un mot qui n'a pas été cité dans l'échange que nous avons eu, y compris au niveau du titre, que le déchet était avant tout une ressource. Ça, je crois que c'est important, et même si aujourd'hui nous travaillons, vous l'avez souligné tout à l'heure, dans l'ordre un petit peu chronologique, sur des préventions, sur des réductions, on a aussi tout intérêt à faire en sorte que des déchets, sauf à considérer qu'il n'y en aura plus, mais malheureusement on n'est pas encore à cette étape-là, que ça peut être fondamentalement donc une ressource qu'on a besoin, il y aura moins, et il faut qu'on fasse encore mieux. Et cet exemple de l'hydrogène, il est effectivement tout à fait significatif. 2004, 2005, déjà des échanges, cette vision commune, le déchet est une ressource. À partir de là, c'était déjà des travaux des équipes ici. Le gaz, le biogaz, que l'on produit donc, à partir de la fermentation, de la partie en tout cas fermentissible des déchets, comment est-ce qu'on arrive à la valoriser? Schéma assez simple, du gaz, éventuellement on l'a dit, on peut faire de l'électricité, mais au-delà, cet hydrogène qui avait déjà été pointé ici à l'école, et c'est ce que nous visions aussi comme l'énergie du futur, petite parenthèse, l'énergie du futur, Jules Verne, je crois, avait cité déjà l'exemple, donc on n'est pas non plus tellement moderne, de l'utilisation gaz, eau, pour faire de l'hydrogène. Des échanges,
départ, c'est bien toute la valeur de l'école, de ses laboratoires, de la formation, de pouvoir lever les freins technologiques. Toute la partie expertise, à la fois études techniques, études aussi économiques, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, nous sommes dans le domaine de l'industrie, et puis Trifil se soucie d'améliorer la valorisation que nous pouvions faire de nos déchets. Schéma relativement classique, le laboratoire, la validation en laboratoire que ces éléments technico-économiques étaient tout à fait valables et intéressants. Passage à une deuxième étape qui est celle du pilote, c'est-à-dire on met les choses en place, on vérifie à une nouvelle échelle que ça fonctionne, et là les choses sont très concrètes, c'est-à-dire que les choses sont nées à partir de 2012, on a eu donc la possibilité de construire un pilote qui a commencé à fonctionner à partir de 2014. Ça a été le point de départ, il faut quand même le savoir, je pense qu'il y a un certain nombre de vos étudiants qui l'ignorent, et vous y faisiez référence tout à l'heure. On parle beaucoup d'hydrogène aujourd'hui. Le lancement de la filière hydrogène en France est parti en 2014 de notre territoire ici, de ce partenariat entre l'École des Mines et Trifil, ministre de l'Industrie de l'époque, qui est venu donner le go à la filière hydrogène en France. Hydrogène vert, je parle, hein, parce que l'hydrogène c'est très ancien, mais l'hydrogène vert, sur la base de ce que nous avons pu faire ensemble. Depuis 2014, il ne nous a pas échappé qu'il y avait 2-3 ans, on a été un petit peu chose difficile, et où on en est aujourd'hui, on est à la dernière étape, c'est-à-dire sur la phase industrialisation, où, grâce effectivement à l'Institut et les travaux que nous faisons et des partenariats qui se sont développés avec des industriels, avec un certain nombre de partenaires institutionnels, je pense au département, on porte aujourd'hui un projet, Hydrotarn, qui doit se concrétiser d'ailleurs dès le début de l'année 2024 avec une première station de distribution d'hydrogène sur le bord de la route. On ne peut pas faire plus concret, avec une production qui va être une production la plus locale possible. Alors, je dis ça peut-être pas les premiers mois, mais très rapidement, on va prendre localement la main sur la production d'hydrogène diffusée localement. C'est le symbole des circuits courts et l'illustration, oui, nos déchets sont des ressources. Très bien, donc là on voit un exemple extrêmement marquant. Il faut bien rappeler quand même qu'il y a eu du temps de passer entre la recherche et la phase industrielle. Donc là on parle de biomasse qui arrive directement dans le réservoir des appareils, des véhicules à hydrogène qui vont être utilisés. Mais il y a des moyens aussi considérables qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet. Alors, de façon générale, de toute façon, ces démarches qui sont menées en partenariat avec l'IMT et un certain nombre d'acteurs, hein, pas les seuls, nécessitent effectivement de pouvoir à un moment s'engager, vous le dites, mobiliser du temps beaucoup, parce qu'il y a des compétences, il y a énormément d'ingénierie, l'ensemble des partenaires sont aussi des moyens financiers. Parce que lorsqu'on se lance dans des programmes de recherche, ça nécessite des moyens. Montage d'un pilote, souvent quelque chose d'onéreux. Et à cette étape-là, on n'est pas encore dans la garantie, on n'est pas dans le business plan, on est encore dans la partie de la recherche. C'est véritablement... Non, je vais peut-être appuyer sur le bouton. Pardon. C'est au moment où on se lance au niveau industriel, effectivement, qu'on est en mesure en tout cas préalablement, de monter nos business plans et de voir dans quelle mesure on est en capacité d'investir avec des retours sur investissement, une logique assez classique du développement industriel. Christophe Coquelet, je vous voyais opiner du chef, mais on est typiquement dans un schéma traditionnel de protocole scientifique. Tout à fait, oui. On part sur un besoin, une idée, et puis dans notre jargon, on appelle ça les échelles de TRL, c'est-à-dire qu'on va de la recherche un peu fondamentale, et puis jusqu'à la preuve de concept, le pilote, et puis ensuite le déploiement. Donc c'est vraiment un schéma classique d'une recherche partenariale bien menée, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est cette notion aussi territoriale. Alors bien évidemment, c'est pas du vase clos, loin de là, mais les uns et les autres amènent la connaissance
vis-à-vis de l'Institut, ce qui est intéressant, qui au départ peut être bibliographique, ensuite bien évidemment ce sont des compétences de recherche qui vont bien au-delà de notre territoire. Par contre, en termes de résultats, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un noyau d'acteurs locaux qui sont capables de répondre bien sûr à des besoins locaux, dont on voit après niveau d'extension. L'exemple que je vous donne au niveau de l'hydrogène, eh bien, nous sommes ici un point de départ. On voit aujourd'hui où nous en sommes. Alors, c'est pas nous là qui avons tout fait, mais indéniablement le go du départ sur la filière aujourd'hui, on a en tout cas la prétention de penser qu'on a apporté notre pierre à l'édifice dans cette démarche partenariale. Christophe ? Oui, et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ces travaux de recherche alimentent aussi nos formations, puisque toute l'expérience partagés, les échanges obtenus, les résultats obtenus, etc., font l'objet de support de nos cours pour justement tous nos étudiants, pour qu'ils puissent bien comprendre les différents process et puis pourquoi pas s'en inspirer quand ils seront en poste dans leur future carrière d'ingénieur. Donc vous utilisez le feedback finalement de ces projets-là pour justement nourrir les enseignements. Tout à fait, oui. Si on peut faire un enseignement de qualité, c'est parce que nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, on est au contact, je dirais, des partenaires et des problématiques. Alors bon, on est une école des mines, c'est surtout des problématiques industrielles, mais qui se nourrissent d'enjeux scientifiques. Et c'est ça qu'au travers de nos enseignements, de notre formation, on essaye de transmettre à nos étudiants, que ce soit au niveau cycle ingénieur, master, et bien sûr doctorant, parce qu'on fait aussi de la formation par la recherche. Oui. Mais sans Riez, tout à l'heure, vous avez utilisé vous avez brossé une hiérarchie typique de la table ronde. Et c'est vrai que sur Roussel a parlé de ressources finalement sur les déchets. Est-ce qu'aujourd'hui c'est comme ça que vous devez considérer les déchets lorsque vous faites les enseignements à vos étudiants ? Alors cette question, elle n'était pas prévue là, vous me prenez au dépourvu. Ouais. Oui, évidemment, oui, du coup, je peux pas répondre par la négative. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Moi, du coup, j'interviens dans le master Prinec, donc qui vient de commencer cette année. Et effectivement, c'est le message qu'on essaie de faire passer, ouais, que ces déchets sont une ressource. Et de bien garder en tête cette hiérarchie et d'essayer d'éviter absolument cette mise en décharge et d'aller autant que possible vers du recyclage ou à défaut de la valorisation énergétique. Alors le but c'est pas de vous prendre en défaut, mais c'est de voir un petit peu à quel moment l'articulation intellectuelle fait que finalement non, on parle plus de déchets qu'on va valoriser, mais de ressources qu'on va essayer de générer quelque part. Je pense qu'on le fait tous, ou c'est le bon sens aussi des agriculteurs, quoi. C'est que ou de Lavoisier, si on parle de la chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On essaie juste de tirer de la valeur de ces déchets. Je sais pas. Très bien, non, mais ça me suffisait. Juste parce que vous parlez de ressources, on va reprendre un exemple avec vous, Mathieu Campargue, sur justement, vous avez parlé tout à l'heure de comment vous récupérez les déchets, vous en faites une ressource, et notamment vous en faites des agropelés, c'est bien ça ? On va prendre un exemple avec vous, c'est celui assez récent mais assez concret de la récupération de ces agropelés pour chauffer carrément tout un quartier à Paris. Oui, exactement. Ouais. Juste pour reprendre le sujet de la ressource, là j'aime bien la notion de cascade d'usage, on en a parlé, mais je pense que c'est important de viser la cascade d'usage. J'en parlais tout à l'heure un peu avec des exemples qu'on a nous autour de nos agropelés, mais il y a toujours une cascade d'usage possible. Je suis vice-président du cluster chimie verte sur Toulouse. Donc on s'occupe de tout ce qui est chimie verte, c'est-à-dire comment verdir un petit peu la chimie et comment arriver à avoir une chimie moins polluante. Où le sujet, c'est toujours d'arriver à extraire des principes actifs sur de la matière première. Et c'est vrai qu'on a quelques exemples, nous, de notre côté, où on a su justement extraire des principes actifs de matériaux et ensuite utiliser la ressource qui avait été traitée pour en faire un combustible. Donc je pense que cette notion de cascade d'usage, c'est celle vers laquelle on doit tendre. Et effectivement, considérer un déchet comme une ressource qui peut avoir plusieurs étapes et plusieurs vies dans sa valorisation. Et donc pour la question que vous me posez, c'est vrai que nous, donc du coup, notre métier, c'est de produire des agropelés, donc de produire des granulés composés de matières premières agricoles, composés de biomasse agricole, de déchets agricoles. Donc on va parler de paille, on va parler de coque de tournesol, on va parler d'enveloppe de grains, on va parler de tout type de sous-produits qui restaient au champ ou qui restaient dans l'industrie qui les traitait, en combustible et en combustible normalisé,
Donc on l'a fait, comme je vous l'ai dit, d'abord chez RAGT, et ensuite on a vendu notre savoir-faire chez d'autres industriels qui disposent de la ressource. Parce qu'un des points qui est très important dans le déchet, c'est celui qui dispose de la ressource. Celui qui dispose de la ressource a tout en main pour arriver à mener son projet. Donc on n'a pas dit RAGT va aller partout faire des usines, on a dit on va se rapprocher des gens qui ont la ressource pour qu'ils transforment sous licence de nos agropelés. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'un des exemples dont on est fier, c'est que il y a quelques années, j'avais été sollicité par le syndicat de chauffe de la Défense. Donc le quartier de la Défense à Paris, c'est 4 millions de mètres carrés. C'est un quartier qui était chauffé intégralement avec du fioul lourd. Et donc la question était comment est-ce qu'on peut décarboner un quartier comme la Défense. Donc plusieurs solutions ont été envisagées. Est-ce qu'on peut faire de la géothermie? Est-ce qu'on peut faire quelle énergie on pourrait mettre en place? Est-ce qu'on peut mettre une chaudière à plaquettes de bois? Et finalement, on est dans un environnement qui est très contraint, où il y a très peu de place et où on ne pouvait rien modifier. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les chaudières qui étaient des chaudières fioul lourd. Et l'idée a été de transformer ces chaudières fioul lourd en chaudières à agropelés, où on a transformé tout le circuit du granulé, tout le circuit du combustible. Donc le brûleur, qui est un brûleur fioul, a été remplacé par un brûleur qui peut brûler de la poudre de biomasse. Et ensuite, on a transformé les stockages de fioul. On a enlevé les cuves dans le bâtiment, on a gardé le bâtiment pour en faire un stockage de granulés. Tout ce fioul était amené par des trains, donc on a transformé tout ce qui était dépotage de fioul par un dépotage de granulés. Et aujourd'hui, voilà, c'est un quartier qui peut revendiquer être vert, qui brûle chaque année 50 000 tonnes de nos agropelés, et qui donc du coup est un exemple concret de on récupère des déchets, tous ces déchets sont collectés à 150 km autour de Paris. Il y a 2 usines pour le moment qui sont les productrices pour ces agropelés, et donc on est sur un circuit qui est vraiment très local, où les coproduits sont collectés, sont transformés en agropelés, sont brûlés sur le quartier de la Défense, et ensuite on va récupérer les cendres carrément de ces agropelés pour aller les reépandre dans les champs où du coup il y a eu de la pousse de ces matières premières. Donc c'est un vrai cercle complet. Et sans changer les chaudières finalement. Sans changer les chaudières, oui. Très bien. Merci pour ces exemples. Il nous reste encore quelques minutes pour les questions-réponses avec la salle. Je vous propose de les prendre. S'il y a des réactions, je vais vous prendre du coup votre micro. Je vais me balader. Hop. Est-ce qu'il y a des questions-réactions pour nos intervenants de ce soir? Ah ben, le micro là. Anne-Sophie a un micro, c'est parfait. Merci. Tu es un peu timide, mais... Moi, je peux peut-être rajouter quelque chose du coup. Oui, alors du coup... Allez. Je rajoute juste un petit point. Du coup, c'était pour insister sur cette notion aussi de cycle. Quand on s'intéresse par exemple à la matière au carbone, donc à la matière organique, dont nos collègues industriels ont pas mal parlé, l'idée à chaque fois c'est que ce carbone, finalement, si on enfouit les déchets, si ce sont des hydrocarbures fossiles qu'on a transformés en plastique et qu'on enfouit sous terre, bah finalement, effectivement, cette ressource, elle nous échappe. Alors que moyennant de l'énergie, on peut transformer cette ressource pour en faire de nouvelles molécules du coup. En fait, on peut tout recycler. Une batterie au lithium, par exemple, lithium, manganèse, cobalt, qu'est-ce que j'oublie? Nickel. L'enjeu, c'est juste d'arriver à séparer ces différents métaux pour refaire ensuite une batterie. Le seul truc qu'on n'arrive pas à recycler aujourd'hui, c'est quand on casse des atomes. L'uranium, là, 232, on n'arrive pas à ça. Ça pose quelques soucis. Mais sinon, tout le reste, moyennant un peu ou beaucoup d'énergie, on arrive à le recycler, à remettre la matière en forme au niveau vraiment atomique, moléculaire. Donc on peut tout faire avec de la bonne volonté. Y compris les plastiques, puisque c'est vrai que le plastique, vous l'avez dit, c'est un vrai enjeu. Ouais, bien sûr, ouais, y compris les plastiques. Et donc l'idée, à chaque fois, c'est vraiment d'avoir cette notion de cycle avec du carbone qui est contenu sous terre sous forme d'hydrocarbures, qui a été formé en 100-200 millions d'années à peu près, donc qui est sous forme de 3 phases à pression et température ambiante. Donc solide, ça va être le charbon, pétrole, ça va être tout ce qui est liquide, et ensuite le gaz naturel pour le gaz. Et dès qu'on va l'extraire, le transformer, ça peut être en gros des objets de la vie courante des êtres humains. C'est ce qu'on porte. On porte tous du plastique sur nous, nos téléphones, nos voitures. Et à partir du moment où on le met en décharge, ce truc-là, on le remet dans l'environnement naturel, c'est perdu, ça sort du cycle. Pareil, si on le brûle, là, du coup, on émet du CO2 et on déplace ce stock de carbone qui était sous terre sous forme de carbone inorganique dans l'atmosphère, avec les problèmes qu'on connaît de réchauffement climatique ou d'acidification des océans. Et qui nous concerne tous. Christophe?
Oui, je voulais ajouter sur l'histoire des recyclages des plastiques et des polymères et des textiles. C'est qu'on a, au Centre Rhapsody, terminé un projet, je vois Martial en haut là, qui concernait le recyclage des textiles par des procédés innovants en vue de les valoriser, si je ne me trompe pas, dans des aérogels pour faire une valorisation matériaux de ces textiles, plutôt que de les incinérer ou les mettre en décharge. Donc finalement, on peut tout recycler, quoi. À partir du moment où on a la volonté, les idées et je dirais les procédés, le génie des procédés, eh bien, on est capable, moyennant l'énergie nécessaire, capable de recycler, de revaloriser nos déchets, de vraiment les reconsidérer comme une ressource. Je ne dis pas ressource première, mais c'est l'objectif quand même. Ressource secondaire. Bruno Roussel. Oui, je vais être aussi là très concret, puis je vais profiter un petit peu de la tribune là, qui nous est offerte au niveau de Trifil, dans le prolongement de ce que vous dites. C'est des choses qui sont possibles et de plus en plus possibles, et c'est tous les schémas qu'on est en train de démontrer, c'est-à-dire cet appui les uns sur les autres pour arriver à progresser. Par contre, très concrètement, dans le quotidien, il y a une condition à tout ça, dont nous sommes tous responsables, c'est le tri. C'est-à-dire que, imaginez que quand les flux arrivent complètement mélangés, on ne sait pas aller tirer le plastique, le silt. Par contre, dès qu'on commence à avoir des flux bien triés, et aujourd'hui, la politique en France nous incite à aller de plus en plus. On a eu un rendez-vous au 1er janvier 2023 sur ce qu'on a appelé dans le jargon l'extension des consignes de tri. Tout ce qui était recyclable, tous les emballages, poubelle jaune. Quand nous recevons cela, on sait des emballages, on sait les trier, et grâce à tout le progrès qui a été engagé, on sait ensuite soit réutiliser, soit recycler, soit valoriser énergétiquement, mais on sait faire. On aura des biodéchets, un nouveau sac d'ordures dans nos cuisines, pour ceux en tout cas qui n'ont pas de composteur, à partir des semaines et des mois qui viennent. Ces biodéchets, ces déchets de cuisine, si on sait les isoler, nous on sait après, et là aussi grâce à la recherche, les traiter, les valoriser. Par contre, si tout arrive mélangé, là on ne sait plus faire. Donc toute cette ingénierie, toute cette technique, elle a du sens et a de l'efficacité, parce qu'en matière de déchets, nous avons une certaine discipline, et en tout cas nous faisons évoluer aussi nos comportements. C'est le fameux prévention que développé tout à l'heure Vincent. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou des réactions? Oui, ça y est. Alors, monsieur là-bas, un micro arrive. On vous écoute. Bonjour. Moi, du coup, c'est une question sur le recyclage des plastiques, etc. Est-ce que quand on recycle, on peut avoir potentiellement des effets plus néfastes sur l'environnement? Par exemple, si après ils sont abandonnés dans la nature ou pour les recycler. Et est-ce que le recyclage, du coup, c'est une solution qui peut être viable sur le long terme ou seulement en transition pour arriver sur un système où on consommerait moins en général? Donc la question c'est est-ce que le recyclage c'est transitoire, le temps de ne plus avoir besoin finalement de recycler quoi que ce soit? C'est ça la question. Il y a actuellement ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en matière de déchets. C'est-à-dire que d'abord il n'y a pas une solution. C'est un ensemble d'actions dont la première, dans cette fameuse hiérarchie, c'est effectivement, ça a été souligné tout à l'heure, le plus facile dans l'ensemble de ces systèmes, c'est de ne pas produire de déchets. Donc, c'est la prévention, c'est quand même ce qui reste le plus efficace. Après, il y a production, elle est plus ou moins importante et on travaille vraiment à la réduire, mais elle existe. Et à partir de là, il faut mettre en place des solutions. Elles existent, techniquement, elles évoluent et elles permettent effectivement... C'est même pas dire limiter, c'est vraiment aller au-delà, procéder à une véritable ressource lorsqu'on dispose du déchet. Donc c'est pas une alternative binaire, ce sont de l'addition
deux solutions qui démarrent avec nos propres comportements en matière de déchets. Et c'est vrai au-delà du plastique sur bon nombre de déchets. On aura toujours des déchets de toute façon. À partir du moment où on produit, fatalement, on aura des déchets. On fait de gros efforts aujourd'hui, mais pour vous donner un ordre de grandeur, hein, la réduction des déchets se situe depuis une dizaine d'années. Les meilleures années, on doit être à 0,5% en moins. Et malheureusement, c'est des cycles. Ça aussi, il peut y avoir énormément de discussions. C'est pas le but là ce soir, on est plutôt sur des faits, des constats. C'est que depuis une dizaine d'années, on a une production de déchets qui est liée à notre consommation. Et même plus précisément au PIB. Quand on a un PIB qui augmente, consommation qui augmente, déchets qui augmentent. À l'inverse, on est sur des phases, malheureusement, de crise actuellement. On le constate depuis quelques mois. On est sur un PIB qui se rétracte. De fait, une consommation qui est en très nette diminution. De fait, des volumes de déchets en très nette diminution. Ça, et c'est pas nouveau, ça n'existe pas depuis 5 ou 10 ans. C'est une constante depuis plusieurs dizaines d'années. C'est peut-être ce cercle-là qu'il faut qu'on arrive à rompre. Alors en théorie, sur le papier, c'est comme ça. Mais on parle de nos pratiques du quotidien, et c'est nos pratiques au quotidien qui doivent évoluer si on veut faire changer les choses. Très bien. Oui, Vincent ? Je rajoute juste une chose sur ta question, parce que c'était l'impact environnemental, en gros, si j'ai bien compris, des procédés de recyclage. Il y avait un aspect là-dessus. Si on prend l'exemple, par exemple, des batteries au lithium, on a deux possibilités pour les fabriquer. Soit on met de nouveaux grands coups de pioche au Chili, en Chine pour aller chercher des nouveaux minerais. Soit on a déjà des batteries en France, là, chez nous, qui vont arriver en fin de vie, et ben on décide de les recycler, ces batteries-là. Alors c'est vrai, il va y avoir un impact environnemental, parce qu'on va consommer de l'énergie pour arriver à séparer le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse. Mais là, du coup, je te laisse juger. Alors on n'a pas fait une analyse de cycle de vie précise, qu'on appelle une ACV, mais comme ça, on peut se dire que c'est peut-être plus intéressant de faire un procédé de recyclage chez nous sur cette batterie, plutôt que d'aller créer de nouvelles batteries à partir de nouveaux minéraux qu'on serait allé extraire dans les pays et d'autres pays que je viens de citer. Surtout qu'on a besoin de ressources fossiles pour extraire ces nouveaux minerais. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question, réaction ? Monsieur, on va vous apporter un micro. Donc une question, c'est est-ce que vous pensez... Attendez, on va attendre que le micro s'ouvre. Allez-y. Vous allez les brancher. Quel contact vous pouvez avoir avec les constructeurs? Parce que avant d'être un déchet, un produit a été construit. Quel contact avez-vous avec les constructeurs justement pour aider à, je veux dire, traiter ce déchet facilement, ce produit après une fois qu'il sera plus utilisé facilement? Est-ce qu'il ne faudra pas quand même passer par une législation, quelque chose comme ça? Quand on voit par exemple que aujourd'hui on trouve des bananes sous plastique, pelées sous plastique, c'était quand même plus facile de traiter la peau de banane que le plastique qui entoure la banane. Donc voilà, quel contact vous avez vous en tant qu'industriel? Alors, chercheur. Ludovic Moulin peut-être, parce que là pour le coup l'exemple est trouvé. Alors du coup je ne vais pas prendre l'exemple des bananes, désolé, mais je vais prendre les pneumatiques. Donc concrètement, dans certains cas, et pour certains déchets, certaines filières, en fait, vous avez depuis maintenant plusieurs années, je crois qu'il doit y en avoir une dizaine ou une douzaine aujourd'hui, vous avez des REP, donc des responsabilités, des filières REP de responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve notamment dans la filière des pneumatiques, où quand vous allez chez Feu Vert, en Euroto ou un autre, acheter un pneumatique, vous payez une éco-contribution. Voilà. Et donc c'est grâce à cette éco-contribution qu'il peut y avoir, entre guillemets, ce lien avec le générateur, le producteur du déchet, parce que généralement ce sont eux qui sont également du coup à la manœuvre pour mettre en place les éco-organismes. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la filière du pneumatique, où les grands industriels, d'une part, les grands manufacturiers de pneumatiques ont un éco-organisme, les autres qui sont des importateurs de pneumatiques ont également le leur, et c'est grâce à cet éco-organisme-là et à cette fameuse éco-contribution que vous payez ou qu'on paye tous quand on va acheter un pneumatique, quand vous achetez un téléphone,
pour les D3E que vous avez finalement ce lien-là. Dans un autre cas, c'est plutôt entre guillemets la jungle par rapport à certains déchets. L'autre cas d'Alpha Recyclage, donc c'est la partie plutôt recyclage des composites à fibre de carbone. Nous, on traite du coup ces déchets-là et on a des liens directement avec les gens qui génèrent du déchet en production. Donc on parlait de rebut, de production, de chute, de tests, de rebut, de tests, etc. On a également de la fin de vie, etc. Donc on a aussi ce lien-là et on travaille notamment sur la partie ressources avec l'école des mines d'Albi, le centre Rhapsody en particulier pour la partie process en lien avec ces ressources que ces producteurs mettent. Et donc généralement on travaille souvent dans le cadre de projets à plusieurs avec le producteur en direct pour vraiment trouver la meilleure solution pour valoriser cette matière-là, cette ressource. Et plus tard dans la chaîne de valeur, notamment avec l'école des mines d'Albi, on travaille également avec le centre, le lycéa, dans le cadre du recyclage des fibres de carbone en particulier, pour justement essayer en plus de faire en sorte que cette fibre de carbone recyclée, elle retourne chez le producteur du déchet composite. Très bien. Pour compléter ? Oui, moi je pense qu'on peut prendre l'exemple aussi de... En tant qu'industriel, de toute façon, la question qui se pose, c'est la ressource. Donc demain, la ressource, il faudra la payer, il faudra la trouver, il faudrait qu'elle soit durable. Et je pense qu'il y a des exemples qui sont quand même frappants. La filière panneau, par exemple, la filière panneau de bois. Les panneaux de bois, il y a encore 5 ans, 10 ans, en France, il y avait 10% de bois recyclé dans les panneaux. On était sur du bois qui venait de la forêt. Là, aujourd'hui, on parle de 50-60%. Mais demain, dans ces panneaux, finalement, il faudrait qu'il n'y ait que du bois recyclé qui puisse être recyclé et ramené chez le producteur. Et après, on a également des exemples par la contrainte, où, je ne sais pas si vous avez entendu, mais notamment sur les producteurs de silice, où il y a un vrai sujet sur la ressource. La ressource, à l'époque, c'était du sable. Le sable était déclaré... Enfin, il n'y avait pas de contrainte sur le sable. Aujourd'hui, le sable a été déclaré non renouvelable, non durable. Donc du coup, il faut arriver à trouver d'autres sources de silice. Et comment mieux que trouver de la source de silice là où on a déjà produit de la silice. Donc je pense que grâce à ça, tout un tas de ponts de bonnes pratiques vont se mettre en place et vont se mettre en place par cette course à la ressource qui va se faire de plus en plus. J'attire votre attention sur l'acceptabilité sociale également de ce réemploi des matériaux. Je prends un exemple d'un fabricant, pour le coup, d'électrique, c'est Legrand, qui veut réutiliser des matériaux plastiques dont ses interrupteurs, mais les interrupteurs, ils sont plus blancs comme quand le plastique est neuf. Et du coup, le client ne veut pas d'un interrupteur jaune, jaunâtre ou gris. Il veut quelque chose de blanc scintillant. Et donc cette acceptabilité sociale-là va avoir un impact important sur le réemploi et le recyclage des matériaux. Est-ce qu'on a une question-réaction également dans la salle? Jeune homme au fond. Alors, j'en ai une ici. Ah, il y en avait un également ici? Oui. Alors attendez, je vous prends après. On vous écoute. Alors le micro est branché tout le temps. Hein. Merci. Merci de l'avoir dit. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Vincent, et en même temps c'est une question qui s'adresse aussi aux industriels. On a commencé à parler du lithium et en fait on va aussi vers du coup les déchets électroniques et électriques. L'un des grands enjeux là-dessus, c'est aussi d'avoir des méthodes de recyclage qui soient moins coûteuses que d'aller chercher en fait des extractions de gisements primaires. Donc comment est-ce qu'on s'adresse aussi aux industriels pour les convaincre aussi d'investir là-dedans et de développer des filières qui soient efficaces et qui soient compétitives aussi avec des méthodes d'extraction primaire. On sait qu'en Chine, typiquement, c'est un pays qui a énormément investi là-dessus. Donc on a une quantité énorme de déchets électroniques et électriques qui partent là-bas parce que c'est presque plus compétitif, c'est plus compétitif que de développer des filières ici. Donc est-ce qu'il faut attendre aussi une méthode un peu coercitive de la part des politiques vers les industriels ou des investissements massifs, en fait des politiques d'investissement massifs, pour avoir des filières qui soient efficaces? Alors, qui veut réagir? Vincent? Là, c'est une question politique. Hein. Vous avez cité l'exemple de la Chine, c'est le gouvernement qui décide de ça. Chez nous, à mon sens, c'est pareil. C'est au gouvernement d'être leader là-dessus et de donner des sous aux laboratoires de recherche pour développer des projets là-dessus, de pousser les industriels par des jeux de subventions et de taxes. Mais là, ça dépasse un peu ma compétence, quoi. Là, c'est de l'économie ou de la politique.
Voilà, si on peut prendre l'exemple du nucléaire, moi je l'aime beaucoup cet exemple-là. Il n'y a pas eu un seul euro du privé qui est allé dans la construction des 56 réacteurs nucléaires français. Ça a été qu'un investissement étatique. Peut-être que là, du coup, la transition énergétique ou la gestion des déchets, on peut aussi attendre de l'État, de nous aussi, hein, c'est à travers notre bulletin de vote finalement, d'aller plus vers ça. Voilà. Bon, mais là, ça sort de mon cadre de compétences. C'est plus mon avis personnel. Très bien, Bruno. Oui, c'est l'exemple que vous donnez, on l'a dans pas mal de sujets aujourd'hui. Je prends l'exemple du carton, du papier. Actuellement, on voit arriver des pâtes à papier en Europe, principalement d'origine Amérique du Sud, qui sont nettement moins chères que ce que nous pouvons nous proposer en fin de recyclage. Je crois que la réponse, effectivement, sans rentrer du tout dans le champ politique, on va retrouver les deux grands outils dont on dispose aujourd'hui pour des politiques publiques. La taxe ou la subvention, parce que dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est quand même la même chose, hein, et le réglementaire. Donc aujourd'hui, des propositions, il y a des choses qui sont à l'étude, que ce soit à l'échelle européenne en particulier, pour obliger à intégrer un pourcentage de recyclables dans de nouvelles productions. Et je crois qu'effectivement, ça reste là des outils qu'on appelle de nos voeux pour pouvoir être suffisamment incitatifs, avec les effets ensuite économiques que ça induira, pour là aussi changer des comportements, changer des réseaux d'approvisionnement et la méthodologie et de fait les résultats. Alors, la question était là-bas. Jeune homme, on vous écoute. Non, mais le micro est branché normalement. Bonsoir. Moi, j'aurais juste une question par rapport aux déchets nucléaires. Monsieur Oriez a bien précisé que pour l'instant, ou même dans tous les cas, c'était pas possible de les recycler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une piste, voilà, pour traiter ce type de déchets, ou est-ce que l'enfouissement est la seule solution qu'on a à ce jour? Alors, qui répond? Christophe. Alors moi, je peux donner un élément de réponse, puisque quand j'étais à Mines Paris, j'ai eu la chance de côtoyer un des chercheurs qui justement travaillait sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Pour l'instant, non. On les enfouit, on les vitrifie et puis on les met dans des espèces de tunnels à je ne sais pas combien de centaines de mètres sous terre. Et alors il y avait des projets, je crois, qu'on voulait faire là, c'était Super Phoenix, là, on voulait essayer d'aller un peu plus loin dans l'exploitation de ces ressources minerais nucléaires, mais pour avoir discuté avec mon collègue Vincent Lagneau, pour le citer de Mines Paris, qui était justement conseiller scientifique au BRGM, pour l'instant pour l'instant, il n'y a que ça. Donc voilà, mais après, il y a tout l'enjeu derrière pour éviter ensuite que ces déchets en fait, ne fuitent, entre guillemets, et puis contaminent nos ressources, notamment tout ce qui est les eaux, comment on appelle ça, les nappes phréatiques, etc., et que dans quelques centaines d'années, ou un peu plus, on les retrouve en surface. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est enfoui et c'est contrôlé. Hein. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a peut-être des laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus quand même. J'espère. Mais j'ai pas la réponse. En tout cas, s'il y a des laboratoires qui travaillent dessus, j'espère quand même avec le temps, depuis le temps qu'on exploite les centrales nucléaires, j'espère qu'il y a quand même des pistes qui sont envisagées et des solutions. Enfin, voilà. Très bien. Est-ce que je peux rebondir ou pas? Oui, bien sûr, Vincent. Merci Camille pour ta question. Du coup, là pour le moment, à part de la mise en décharge, on ne sait pas faire grand-chose avec le sélénium ou les autres atomes qui sont issus de la fission de l'uranium. Et d'ailleurs, on parlait d'acceptation.
sociale. Là, on est encore à un autre niveau. Hein. Quand il s'agit d'enfouir des déchets à Bure dans la Marne, là, c'est pas la couleur de l'interrupteur dont on parle. C'est d'avoir des déchets un petit peu toxiques au fond de son jardin, quoi. Bon, certes, quand même assez profondément sous terre. Et après, c'est à contrebalancer aussi avec les avantages de l'électricité nucléaire. Alors, on a une spécificité au niveau mondial, 70% de notre électricité qui vient du nucléaire, une énergie qui est très dense énergétiquement, qui est décarbonée, mais qui n'est pas renouvelable. Donc après, c'est un peu à chacun de se faire son opinion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne peut pas faire de la valorisation énergétique, on ne peut pas faire de recyclage. Le recyclage, en fait, ça reviendrait à faire de la fusion. Hein. C'est refusionner les atomes qui ont été, les petits atomes, quoi, ceux qui ont été cassés. Ça, à ma connaissance, on ne sait pas le faire. Et même sur le plus petit, l'hydrogène, le CNRS, c'est 2100 a priori pour arriver à le faire, quoi. Donc je ne suis pas sûr que on le verra. Toi peut-être, je te le souhaite. Très bien. Est-ce qu'on prend une dernière réaction, monsieur? Oui. Alors, le micro est toujours branché, il ne faut pas toucher l'interrupteur. Je touche. Ah, c'est bon. Je voulais élargir la question par rapport aux solutions que vous proposez, mais aussi par rapport au versus territoire. C'est-à-dire qu'on est un territoire en pleine mutation, à la fois climatique, hein, bien sûr. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est viable à long terme, les technos que vous développez par rapport à un territoire? C'est-à-dire quand la Normandie aura chaud, nous, on aura brûlé. C'est-à-dire, est-ce que par rapport aux matières utilisées, c'est-à-dire l'énergie, l'eau, est-ce que c'est viable? Ça, c'est vraiment une question importante à long terme. Et deuxièmement, par rapport aux mots-clés qui ont été utilisés tout à l'heure, est-ce qu'il y a une réflexion de bio-inspiration par rapport aux solutions que vous recherchez? Et puis, une deuxième question, parce que vous êtes proche des industries. On parle beaucoup de souveraineté, il y a beaucoup de mots souveraineté industrielle et on parle beaucoup de ça. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faisable et comment justement les déchets qui sont une matière peuvent vraiment rendre la chose possible? Je donne un exemple, c'est qu'on parle de souveraineté par rapport aux médicaments. Un des catalyseurs qui est utilisé, par exemple, c'est le palladium. 90% de la production, elle est russe. Donc, est-ce qu'on est vraiment libre de nos mains par rapport à cette industrie-là? Mais ça, c'est une question beaucoup plus globale par rapport à toutes les industries. Et puis le dernier élément, parce que vous parliez tout à l'heure de réseau d'acteurs, ce serait intéressant de voir comment une sorte un peu de scale-out par rapport aux déchets. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de réseautage d'acteurs pour récupérer ces matières premières qui sont les déchets au niveau territorial et même au-delà pour en faire des choses intéressantes pour les industries locales? Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets différents en une. On va essayer de les prendre peut-être une par une. Qui commence? J'ai déjà oublié. Vincent. Moi, il y a un aspect du coup sur lequel je voulais rebondir, c'est le fait qu'effectivement, là, les prévisions des météorologues, c'est qu'on aura très chaud. Ici, des climatologues, ouais, merci, dans notre région. Mais ça, du coup, ça tombe bien, nous, pour les procédés de thermoconversion, parce que, comme son nom l'indique, on a besoin de chaleur. Donc ça, on a aussi des équipes à Rhapsody qui travaillent justement sur le solaire à concentration, par exemple. Donc concentrer l'énergie du soleil pour fournir de la chaleur. Alors ça peut être un fluide caloporteur ou ça peut être un réacteur potentiellement. Ce réacteur qui permet de recycler des déchets ou de les valoriser de manière donc énergétique ou voilà, valorisation matière. Donc bon, pour cet aspect-là, c'est plutôt positif. Après, j'ai oublié les autres questions. Sur la mise en réseau, peut-être? Moi, je voudrais juste compléter, c'est que ce qui va nous poser le plus de problèmes au futur, c'est l'eau, finalement. Parce que déjà, on le traverse, enfin, on est en train de vivre un peu le stress hydrique. Et effectivement, au Centre Rhapsody, on travaille sur ces, je dirais, procédés de demain qui permettront de produire un hydrogène vert, puisque c'est vers l'hydrogène qu'on se dirige en tant que vecteur énergétique. Et on fait tout pour essayer de développer les procédés qui mettront en œuvre, je dirais, la biomasse, et non pas l'eau, l'électrolyse de l'eau, qui en plus utilise des métaux pour les électrodes. Voilà, c'est cette biomasse pour faire de l'hydrogène vert, et quoi qu'il arrive, la biomasse, même si elle change, on pourra toujours, c'est la lignine, cellulose, hémicellulose, on pourra toujours mettre en œuvre les procédés qui permettront de produire cet hydrogène vert. Donc je dirais que, personnellement, je pense que ce qui va poser le plus de problèmes, c'est l'eau, l'utilisation de l'eau comme ressource première, justement, pour produire ces vecteurs énergétiques. Et je dirais qu'au Centre Rhapsody, on a déjà pris la mesure de ce problème et on fait tout ce qu'il faut pour que nos chercheurs
travaille sur des procédés qui ne consomment pas l'eau, je dirais. C'est ça, Vincent? Oui, après, même si l'eau elle est polluée, finalement, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'à chaque fois, à partir d'eau de mer, on peut faire de l'eau douce. Tout ce que ça demande, c'est de l'énergie. C'est vraiment la clé, l'énergie pour transformer la matière. Et c'est effectivement ce qu'on essaie d'avoir en tête à chaque fois. Alors l'énergie, du coup, on peut l'avoir par le soleil, on peut l'avoir par le réseau électrique. D'ailleurs, si on rebondit aussi sur les objectifs de France 2030, il y a 3 grands aspects. Pour l'énergie, c'est sobriété énergétique. Par exemple, rénovation thermique des bâtiments. 25% de logements aujourd'hui en France qui sont des passoires énergétiques, F ou G. Deuxième aspect, c'est électrification. On est à 500 TWh, on espère passer à 1000 TWh du coup. Et le dernier aspect, c'est que si on va vers plus d'énergie renouvelable, et notamment le solaire, et l'éolien, on est sur des énergies qui sont intermittentes et donc il faut arriver à stocker l'électricité. Et là, du coup, la méthode de stockage essentielle, c'est sous forme de vecteurs chimiques, essentiellement l'hydrogène ou le méthane, si on fait de la méthanation derrière. Et c'est vraiment des thématiques là, sur lesquelles on travaille beaucoup justement sur ces vecteurs énergétiques. Ok, je vous propose d'arrêter sur cette question-là parce qu'elle était large, mais vous pourrez discuter avec eux après sur la partie cocktail, en tout cas après la conférence c'est sûr. Et juste on va prendre une question ici, monsieur. Et après une question là-haut. D'abord ici jeune homme et après vous là-haut. Question courte, réponse courte pour essayer d'arroncer un petit peu pour que tout le monde puisse se poser des questions. Je vais essayer de faire court, oui. Donc depuis le début de l'année, on voit qu'on met beaucoup plus de nos déchets dans la poubelle jaune, ce qui est très bien. On se sent bien de le mettre dans une poubelle recyclable. Mais on met beaucoup de packaging, et dans les packaging, c'est souvent beaucoup de plastique multicouche. Or, M. Roussel disait bien que le principal problème, c'est de réussir à séparer, de pouvoir trier. Et donc, je me demandais un petit peu qu'est-ce qui était fait sur ces plastiques très fins, avec beaucoup de couches différentes, beaucoup de matériaux différents dedans. Et est-ce qu'il était aussi envisagé de concevoir aussi les matériaux plus pour le recyclage, et donc au lieu d'avoir des choses très fines multicouches, peut-être avoir plusieurs emballages successifs. Ça fait plus d'emballages, mais ce serait plus facilement recyclable et triable. Ce qui rejoint la question des industriels de tout à l'heure. Qui veut répondre par rapport à ce plastique? Une réponse très, très rapide, en tout cas, sans rentrer dans des détails techniques, mais vous confirmez effectivement aujourd'hui qu'il y a deux sources, deux types de travaux. Il y a ce qui concerne l'éco-conception, vous avez utilisé le terme. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit bien les très nettes améliorations qu'il y a pu y avoir. Je pense en particulier au secteur de l'agroalimentaire, où il y a quelques années, on travaillait sur des briques, j'ai souvenir de briques de lait. On confirme qu'effectivement, ce n'était pas du tout recyclable. On a mis des couches sur des couches sans se poser de questions. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne fait plus. Exemple du pot de yaourt, on trouve aujourd'hui des pots de yaourt qui sont totalement recyclables. Il y a encore 2 ou 3 ans, on nous disait non. Alors, quand on dit non, c'était pour des questions économiques. Techniquement, les ingénieurs, ça faisait longtemps qu'ils avaient trouvé des solutions, mais elles étaient devenues économiquement intéressantes. Et puis de l'autre côté, effectivement, c'est une très nette évolution aussi sur les modes de recyclage, ou en tout cas, on parlait tout à l'heure, alors moi je ne suis pas un ingénieur, mais la recomposition en fait, des atomes, ou en tout cas la façon dont ils peuvent être agencés. On avait jusqu'à présent que des pratiques du traitement physique. On voit développer aujourd'hui, et c'est très concret, ce sont des usines. Il y en a une qui est en phase d'installation en Normandie sur du traitement chimique aujourd'hui, qui permet d'obtenir des résultats bien meilleurs que ce qu'on avait jusqu'à présent. Très bien, on va prendre une dernière question-réaction là-haut, monsieur jeune homme. Donc, on va vous ouvrir le micro, allez-y. Donc, monsieur Oriez disait justement de la nécessité de réseaux d'énergie renouvelable, et donc par exemple au photovoltaïque ainsi qu'à l'éolien. Et du coup, ceci implique justement que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie limitée. Et du coup, ma question c'était justement par rapport à les recherches et comment ces matériaux sont traités en fin de vie. Est-ce qu'on travaille sur le recyclage des panneaux photovoltaïques et éoliens? Photovoltaïques et éoliens, oui. Alors, photovoltaïque, je botte en touche.
Vous m'entendez quand même? Oui. Ouais. Photovoltaïque, je botte en touche, je connais pas assez bien le domaine. Par contre, pales d'éoliennes, bah là on va se rapprocher du cadre de vélo dont je te parlais tout à l'heure, avec de la fibre de carbone, une résine. Les pales d'éoliennes, c'est ça, ce sont des matériaux composites en partie. Et ça, justement, on travaille avec le laboratoire commun Marvapol là-dessus, pour faire de la valorisation énergétique et de la valorisation matière et éviter d'enfouir les pales. Bon, le photovoltaïque fera l'objet d'une prochaine conférence. Messieurs, merci beaucoup pour vos explications. On peut les applaudir. Et vous ne bougez pas, puisqu'on va maintenant conclure et on accueille Audrey Loridan-Baudrier pour la conclusion. Bonsoir, où est-ce qu'elle est ? Donc merci à toutes et à tous vraiment pour cette table ronde, messieurs, bravo, c'était très très intéressant, très dense, remarquablement animé par M. Martin Lazola. Merci pour vos questions, vos interpellations, je crois que c'est vraiment un sujet qui n'est pas encore épuisé, une ressource, une mine pour de multiples problématiques. Et je crois qu'on peut encore remercier nos partenaires pour avoir valorisé nos relations, tout ce que nous avons pu faire avec eux depuis plusieurs années maintenant. Il y a d'autres problématiques et d'autres enjeux qui nous attendent, mais beaucoup de ces problématiques reposent sur nos comportements finalement. Je retiens ça un petit peu de notre échange. Nos comportements individuels, nos comportements aussi dans l'industrie, les industriels, les entreprises qui conçoivent des produits qui devraient être éco-conçus et déjà envisagés sur leur fin de vie pour qu'on puisse limiter justement ces déchets. Donc attention à la surconsommation, attention à la surproduction et puis bien sûr travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la conception jusqu'à la fin de vie de tous ces produits pour qu'on puisse limiter nos déchets. Alors même si nos déchets sont une ressource, ça passe par nous, ça passe par chacun d'entre nous pour trier et bien sûr mieux valoriser ces déchets. Donc merci à vous. J'encourage aussi les élèves à s'impliquer dans toutes les activités de l'école pour sensibiliser à ces problématiques de pollution, de développement durable, de comportement de consommateur. Vous savez, on organise des ateliers d'automne au sein de l'école où je vous invite à y participer. Donc merci à tous. Je voudrais remercier maintenant nos partenaires, RAGT Énergie et Mathieu Cantar. On leur applaudit. Alpha Recyclage avec Ludovic Moulin. Trifil avec Bruno Roussel. Ainsi que nos 20 enseignants-chercheurs qui se sont prêtés à cette table ronde, donc Vincent Orliez. Et puis Christophe Coquet, un Christophe mais également, je voudrais remercier Najwa Grégoire,